Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 31e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, comme vous le savez, depuis 3 mois déjà et plus de 3 mois, absence de compétition et donc l'occasion de prendre des nouvelles de nos clubs qui essayent tant bien que mal de se préparer. Aujourd'hui, on reviendra avec le président du Wydad de Boufarik, M. Khaled Mehnaoui, sur la décision du bureau fédéral de la Fédération algérienne de basketball de suspendre le championnat, et au menu également quelques brèves internationales, et dans la deuxième partie des portraits réalisés ces dernières années par l'équipe de 52 chrono. Question de se remémorer de quelques figures du sport national, mais également rendre hommage aux journalistes qui font cette émission 52 minutes chrono. Tout cela avec notre invité qui est présent avec nous aujourd'hui. Le plaisir d'accueillir Driss Hawes, qui est consultant au niveau de la chaîne nationale avec le service des sports, mais aussi il est directeur technique national au niveau de la Fédération algérienne de lutte associée. Monsieur Driss Hawes, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne télévision publique. Oui. Et je suis très ravi d'être avec vous sur le plateau de 52 chrono. Quand même, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette occasion, mais merci pour l'invitation. En tout cas, vous êtes toujours le bienvenu. On aura constaté que Nordine Hani, notre spécialiste maison, notre consultant fétiche, est absent aujourd'hui. En tous les cas, on lui souhaite un prompt rétablissement et Inch'Allah, Rabbi Chef et Tahor, Inch'Allah. Voilà, rien d'inquiétant, juste une petite foulure au niveau de la cheville. Il sera là, Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà. Donc, je le disais tout à l'heure, plus de 3 mois de manque de compétition pour toutes les disciplines, notamment pour les athlètes d'élite, ceux qui devaient participer aux Jeux Olympiques, pénalisés par cette absence. Il faut reconnaître également qu'on n'a rien fait pendant ces 3 mois pour les prendre en charge. Mais sur le plan individuel, il y a quelques athlètes qui se préparent, ils essayent de maintenir surtout leur forme. Effectivement, Mokhtar, comme vous l'avez dit, c'est vrai, c'est un problème énorme pour nos athlètes, surtout les athlètes qui préparent les Jeux Olympiques ou qui sont susceptibles de se qualifier aux Jeux Olympiques. Il y a certaines disciplines qui n'ont pas assuré leur qualification aux Jeux Olympiques, notamment les lutteurs. C'est vrai, c'est difficile, mais jusqu'à maintenant, je pense que l'entraînement individuel peut parer dans l'état de compte, peut parer seulement à l'entraînement c'est-à-dire à la compétition, mais c'est pas assez. C'est pas assez parce qu'il faut dire que c'est une discipline qui a besoin de sparring partner, qui a besoin de plusieurs combats à l'entraînement. C'est vraiment très difficile, mais Inch'Allah, espérons qu'il y aura de bonnes nouvelles ces jours-ci, parce que vraiment nous avons besoin de reprendre le vrai travail, parce que le vrai travail, c'est que les athlètes reprennent l'entraînement de haut niveau, parce que ce n'est pas... Parce qu'à ce rythme-là, je peux dire qu'on risque de se perdre. C'est vrai que l'État a ses propres préoccupations par rapport au Covid 2019, mais les athlètes, je pense qu'au niveau du ministère, il y a des efforts qui se font pour la reprise, surtout pour les athlètes de haut niveau. Il faut dire ce qu'il en est. Et je sais que la proposition est entre les mains à un très haut lieu de l'État. Inch'Allah, espérons que nos athlètes reprennent surtout l'entraînement, le véritable entraînement dans des centres en Algérie, en attendant mieux, Inch'Allah, à l'étranger, Inch'Allah, parce qu'il y a des objectifs, oui. Et les Jeux Olympiques, ça se prépare. Maintenant, parce que ça va de l'image de l'Algérie sur le plan sportif, même sur le plan santé. Espérons, Inch'Allah, qu'il y aura de bonnes nouvelles. Nous croyons fermement que l'État va prendre en charge, Inch'Allah, ce problème, Inch'Allah. Alors, il y a ceux qu'on attend qu'on mette un petit peu dans des centres
de préparation avec toutes les mesures de confinement adéquates, surtout en cette période de Covid-19. Et il y a ceux qui se préparaient à l'étranger, à l'image de l'équipe nationale militaire de demi-fond et de cross-country dirigée par notre ami Ammar Benida. On va tenter de rallier la capitale kenyane Nairobi pour en savoir plus sur avoir les nouvelles des athlètes et tout le staff. Ammar Benida, bonsoir. En attendant de contacter donc Ammar Benida, l'entraîneur en chef de l'équipe nationale militaire, il y a également Tawfiq Makhloufi qui est bloqué également en Afrique du Sud. Il était en préparation et donc la situation a voulu qu'il soit bloqué actuellement. Et oui, c'est déjà, bon, Makhloufi est habitué à rester pendant de longues durées, mais c'est pas facile de rester dans un endroit plus de 45 jours. Maintenant, Makhloufi, il a une grande expérience, il est tout le temps à l'étranger, mais rester c'est pas le problème, c'est de rester dans un centre de préparation. Le problème ne se pose pas ici parce que à certains niveaux, il faut changer d'endroit de préparation. C'est pas parce que rester 21 jours dans un endroit, c'est la routine. C'est la routine. Et ça commence, la routine, elle a des effets négatifs sur le plan psychologique, sur le plan, surtout sur la préparation mentale des athlètes de haut niveau. Maintenant c'est vrai, je connais la force mentale qu'a Tawfiq Makhloufi. C'est un athlète qui a une force mentale exceptionnelle, il faut dire ce qu'il en est. C'est un athlète, je peux dire que c'est un athlète qui a des prédispositions sur le plan mental que pas peu d'athlètes au monde ont cette qualité, mais il n'empêche que c'est un Makhloufi, c'est un grand et restera grand, Inch'Allah. Il restera grand. La bonne nouvelle pour l'athlétisme, c'est qu'il y a la reprise de la Ligue de Diamant à partir du 14 août à Monaco. Les athlètes algériens ne sont pas concernés puisqu'ils n'ont pas peaufiné, ils n'ont pas eu les mêmes conditions que les athlètes européens, par exemple, pour se préparer. Parce qu'il y a deux athlètes, je pense, qui peuvent être inscrits durant les meetings de la Diamond League qui commencera le 14, c'est-à-dire officiellement qui commencera le 14, parce que le premier meeting, ce sera à Monaco le 14 août. Mais il y aura des meetings avant. Déjà la saison athlétique a commencé. C'est vrai, on a vu le meeting de Bislett qui s'est déroulé dans l'anonymat total. C'est vrai, il y a eu un record du monde sur le 300 et réalisé par Christian Valholm. Déjà, c'est un bon début de saison. Il y a des compétitions qui ont commencé en Suisse. Déjà, il y a des meetings qui se sont déroulés. Il y a le meeting de Genève, il y a le grand meeting de... Bon, c'était un grand meeting, le meeting de la Chaux de Fonds. Il y a d'autres meetings qui vont, à travers l'Europe, qui vont commencer. Mais avec l'absence des athlètes africains. Oui, bien sûr, il n'y a plus de Kenyans. Même les Kenyans en souffrent. C'est les grands perdants. Sur le plan financier, parce qu'il y a des athlètes qui souffrent dans la préparation. Inch'Allah, je pense que Tawfiq et Lahoulou Abdelmalek, c'est des athlètes qui peuvent, c'est-à-dire qui ont le niveau pour participer, qui seront, Inch'Allah, inscrits au meeting de la Diamond League les meetings de Diamond League qui vont se terminer cette année exceptionnellement le 17 octobre avec le meeting de Doha. Tardivement. Voilà, ça c'était pour les athlètes d'élite qui préparent notamment les grands rendez-vous comme les Jeux Olympiques. Cette pandémie a pénalisé non seulement ces athlètes, mais aussi au niveau national ici, les clubs, notamment ceux qui s'étaient illustrés durant la première période du championnat, comme en basketball. Je cite par exemple l'équipe de Wydad Boufari qui a culminé sur le podium et sur le championnat cette saison. Oui, quand vous parlez de Boufari, moi déjà je suis très content que cette équipe revienne à son niveau. C'est un club formateur, c'est je peux dire c'est le temple du basket en Algérie. Hein. Il faut dire ce qu'il en est. Hein. La plupart des joueurs qu'on y trouve dans les différents clubs viennent de c'est vrai, il y a le Nasser Hussein Bey qui est un très bon pôle de développement. Il y a partout, mais Boufari,
Je pense que c'est vrai, c'est une ville qui respire le basket. Il n'y a pas que le football, attention. Hein, c'est une ville qui respire le sport, mais respire le basket. Et il voulait gagner cette saison le titre national. Il s'était d'ailleurs préparé pour. Et la décision de suspendre, d'ailleurs courageuse, la décision de suspendre le championnat, contrairement au football où on attend le verdict peut-être cette semaine, de redémarrer la saison footballistique ou pas. Donc d'autres disciplines ont pris cette courageuse décision d'arrêter le championnat. Oui, je pense que le bureau fédéral, présidé par M. Bouharifi, ils ont bien étudié la situation, ils connaissent bien la situation des clubs, les conditions de pratique du basket, soit au niveau des clubs, même au niveau des équipes nationales, parce que c'est une pratique de très haut niveau qui demande beaucoup de moyens, surtout avec nos salles, omnisport. C'est très délicat parce qu'il ne faut pas penser qu'au basket, il faut penser au volleyball, il faut penser au handball, il faut penser aux autres disciplines qui s'entraînent durant toute la semaine dans ces salles. Je pense que c'est une décision bien réfléchie, mûrement réfléchie par les responsables de la fédération. L'essentiel qu'ils ont pris la décision, ils ont pris la décision pour eux qui pensent, c'est-à-dire que c'est des responsables qui ont, c'est-à-dire la décision, je pense, elle est juste par rapport à la situation actuelle. Très bien. Donc, vous êtes d'accord avec cette décision. Il n'y a pas que vous, il y a également le principal concerné, le président de l'équipe de Wydad de Boufarik, Khaled Mahnaoui. Il était au micro de notre collègue, le réalisateur Rachid Bekidesh. La décision qui a été prise par notre fédération, bon, avant, il faut l'accepter parce que on peut pas, on peut pas dévier le seul club Boufarik, il faut pas dévier cette décision. Il faut l'accepter parce que c'est une décision sage. C'est une décision sage, prise avant tout par notre gouvernement, et parce que pour faire revenir au championnat, il faut un protocole sanitaire vraiment très strict. Avant tout, c'est, comme on dit, c'est nous les acteurs. Il faut qu'on doit être exemplaires sur tous les plans, en tant que les joueurs et les dirigeants. On doit être exemplaires pour ce Covid-19, surtout sur le protocole sanitaire. Vous savez que notre club, les 2 dernières années, on a toujours rêvé d'un titre, parce que il faut savoir que derrière nous, il y a les autorités locales, l'autorité de DGS, M. Loueli et M. le Président de la République qui est toujours derrière ce club. On voulait avoir ce titre pour faire un grand pas vers l'avenir, parce que je sais, on a fait un programme, on a fait un objectif, on a tracé un objectif pour les 4 années passées. C'est la dernière année où on a tracé pour cette année pour avoir un titre, malheureusement, mais on reste toujours optimiste et comme on dit, doit être vraiment le protocole sanitaire d'ailleurs, il faut qu'on l'accepte, il faut être vraiment exemplaire sur ce point. Voilà, exemplaire et surtout sage. Moi, je suis très content, Mokhtar, quand je vois un président responsable. Khaled, je le connais très bien, c'est une personne connu pour sa sagesse. Oui, pour ça. Quand un président, il est en première position, qui joue le titre par rapport... Je sais que l'adversaire, ça va être le GSP ou d'autres équipes, d'Al-Beda, le Nasr de USND qui a rajeuni son effectif cette année. Mais ça me fait beaucoup plaisir quand je vois ce type de réflexion. Parce que ça ne pense pas à son club.
parce qu'il aurait dû dire que moi, je ne suis pas d'accord par rapport à la décision de la fédération. Il faut déjà, même en arrêtant ce championnat, il pouvait proposer une autre formule, un playoff par exemple de 4 équipes, je ne sais pas, parce qu'il y a une formule. Il y a eu plusieurs propositions. Voilà, il y a eu plusieurs propositions. Mais ce que j'ai entendu maintenant de la part de M. Khaled Mehnaoui, le président de Wydad Olympique Boufarik, je pense que c'est sage et je peux dire que c'est un bon point pour le club de Boufarik. Ça veut dire, maintenant à Boufarik, comme avant, il y a des gens c'est-à-dire qui cherchent l'intérêt national du basket. Et ça, c'est encourageant pour la suite. Et surtout, il vient de le dire, nous avons tracé un cycle de 4 ans et nous avons prévu envisager de décrocher le titre la 4e et dernière année. C'est vrai, parce qu'il faut rendre hommage à l'équipe dirigeante du club de Wydad Olympique de Boufarik. Pourquoi? Parce que moi, j'ai travaillé à Wydad Boufarik. J'ai travaillé en l'année 2008. Je connais bien la région, la ville, et je connais bien le climat sportif, surtout avec les gens, parce que c'est des gens connaisseurs du sport. Attention, c'est des gens. Et gagneurs. Oui, c'est vrai. Même le public, c'est un public qui encourage son équipe jusqu'à la dernière seconde. C'est pas une ville de basketball uniquement. Oui. Hein. Je parle de football, je parle gymnastique, le cyclisme, la boxe. C'est une ville qui est enfantée dans des disciplines où le patrimoine sportif algérien existe vraiment à Boufarik. Je pense que j'ai parlé de ce club, surtout avec les déboires financiers à certains moments. Je pense que ça a été très difficile pour ce club, mais maintenant avec son autonomie du club de football, de l'association ou du club sportif amateur, je pense le club il est de bons rails. Maintenant, il y a 2 salles omnisport. Il y aura, Inch'Allah, une autre salle qui est prête à Bahli, je crois. Bon, pas à Bahli, c'est au niveau de Boufarik au haut. Il y a maintenant l'ancien stade qui est toujours utilisé en face du marché. Heureusement qu'il n'a pas été démoli, parce que grâce aux gens de Boufarik, le Fhoulat à Boufarik, qui ont défendu ce stade, parce que c'est l'histoire du club. Oui. Maintenant, je pense que le basket à Boufarik va redevenir ce qu'il était avant. Et l'équipe de Boufarik de basketball mérite une grande salle de basketball, au moins de 3000 places, on va dire. Minimum 3000 places. Parce que, Mokhtar, à certains moments, parce que je me rappelle, quand j'étais à Boufarik, on jouait à 15h. Les matchs de basket les matchs de foot programmés à 15h. Et les matchs de basket programmés à 18h. Vous imaginez, Mokhtar, les gens. Le nombre de supporters. Vous savez, entre la salle Moussa Chéraf et le stade Mohamed El Gaz, 10 mètres. Il y a 10 mètres. Ils sortent directement la salle. Et des fois, la salle est remplie. Et des fois, ils ferment les portes. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Donc l'urgence de construire une grande salle. C'est spécifique à Boufarik. Voilà, spécifique à Boufarik. On leur souhaite bon courage et merci encore une fois pour la sportivité de Khaled Mehnaoui, le président du club. Les brèves internationales, si je vous disais Mexico 68, qu'est-ce que ça vous rappelle? 68, l'année de tous les records. Bob Beamon. Bob Beamon, il y a également... Bob Beamon, il y a eu... revendication des Black Panthers. Oui, c'est le fameux bras noir de John Carlos et Bob Hayes, je crois. Bob Hayes, tous les Blacks. Oui, c'était le début des grands Jeux Olympiques, de véritables grands Jeux Olympiques, parce que c'était c'est-à-dire les Jeux Olympiques en 68 ont passé à une autre dimension. Très bien. On a évoqué John Carlos, l'une des figures, c'est le champion olympique sur le 200 mètres à l'époque des Jeux de Mexico de 68. Le gant noir pour revendiquer l'appartenance
donc aux Black Panthers. Et cette fois-ci, on va revenir sur sa dernière sortie médiatique, un message au Comité olympique international. Les brèves nous sont résumées par notre ami Sidi Ahmed Bouraïb. Après, l'image reste fondamentalement ancrée dans l'imaginaire collectif des Jeux olympiques. Et bien plus encore. Le 16 octobre 1968, les Américains Tommy Smith et John Carlos lèvent leurs poings sur le podium du 200 mètres aux Jeux de Mexico, en signe de lutte contre la ségrégation raciale, un geste qui leur vaudra l'exclusion. Fort de cette notoriété mondiale et de la résonance de son engagement, John Carlos a rejoint des sportifs américains pour appeler le Comité international olympique à supprimer les règles interdisant aux athlètes de manifester leurs opinions politiques, religieuses ou ethniques pendant les Jeux. Afin de préparer au mieux ses pilotes au retour de la Formule 1, Ferrari a organisé une journée d'essai sur le circuit du Mugello en Italie. Sur place, Charles Leclerc et Sébastien Vettel ont pu monter à bord d'une SF71H de 2018 avec laquelle ils ont parcouru une distance comparable à celle d'un Grand Prix. Heureux d'avoir retrouvé un volant après plus de 3 mois d'arrêt, le quadruple champion du monde allemand n'a pas caché sa joie et milite désormais pour une course sur le circuit transalpin, tant reconnu et apprécié par les pilotes. C'était génial de retrouver ces sensations dans une voiture et de le faire sur un circuit spectaculaire. Je pense vraiment que le Mugello mérite d'accueillir un Grand Prix de Formule 1. Je n'y avais pas piloté depuis 8 ans. Il m'a donc fallu quelques tours pour m'habituer à la piste et ensuite je me suis vraiment amusé. Ce lundi 29 juin aurait dû marquer le début du tournoi de tennis le plus prestigieux de la saison Wimbledon. Le 1er avril, comme une mauvaise blague, la réunion d'urgence du board a scellé le sort du Grand Chelem sur gazon. Un rendez-vous a été donné en 2021 aux fans. Et surtout, c'est la première annulation du Grand Chelem depuis 1945. Les organisateurs étant prévoyants, le tournoi ne connaîtra pas trop de difficultés à s'en sortir financièrement. Étant assuré contre les maladies infectieuses depuis 2003, une assurance qui lui coûte 1 500 000 de livres sterling par an. Un investissement assez lourd, mais qui se révèle très utile en cette période de crise, puisqu'elle permettra à Wimbledon de récupérer 139 millions de livres. L'US Open et Roland Garros sont quant à eux sous pression, d'où cette volonté acharnée d'organiser les 2 tournois au mois de septembre. Les joueurs de la NBA pourraient être autorisés à porter des maillots floqués de slogans soutenant des causes de justice sociale ou des œuvres de bienfaisance au lieu de leur nom, lorsque les matchs reprendront le mois prochain. Les maillots pourraient porter des messages tels que Black Lives Matter ou I Can't Breathe, 2 cris de ralliement populaire du mouvement de protestation qui a éclaté après la mort de George Floyd à Minneapolis le mois dernier. La NBA et la NBPA ont annoncé vendredi avoir définitivement acté le plan de reprise de la saison, notamment en termes de protocole de sécurité et de santé, qui aura finalement lieu à partir du 30 juillet à Disney World en Floride. Alors que certaines disciplines préparent le retour, comme le championnat NBA, d'autres disciplines sont carrément annulées ou reportées, comme on vient de le voir. Finalement, cette pandémie a tout chamboulé au niveau des calendriers internationaux. A changé l'ordre mondial sportif. Ouais. C'est énorme. Imaginez, il a suffi, je ne dirais pas d'un simple virus, mais c'est un virus contaminant qui est en train de porter des répercussions négatives sur la société mondiale, pas surtout la population mondiale. Maintenant, comme vous l'avez dit, Mokhtar, c'est vrai, maintenant on vit des moments difficiles. Vous allez voir incessamment qu'il va y avoir un changement au niveau de beaucoup de disciplines, même au niveau de peut-être des personnalités responsables. Il va y avoir même le mode de gestion. Au niveau, maintenant, vous savez, les clubs professionnels, maintenant, il y a une diminution des salaires. Beaucoup perdu, oui. Ils ont beaucoup perdu sur le plan médiatique. Maintenant, quand vous voyez les chaînes TV, bon, c'est vrai, malgré ils ont des contrats avec des fédérations, ou le CEO, c'est vraiment, je ne dirais pas désastreux, mais pour reprendre la situation d'avant pandémie, ça va être difficile pour toutes les structures et organes du sport mondial. Très bien. On parle également de peut-être l'annulation des Jeux Olympiques, carrément. Ou la fusion avec 2024. Oui, ça c'est étudié, je pensais, parce que la plupart
on pronostiquait que par rapport à cette pandémie, qu'il y aurait, c'est-à-dire qui ne tiendra pas le coup. Maintenant, ça fait plus approximativement, parce que ça a commencé au mois de décembre, maintenant c'est 6 mois. C'est vrai, dans les pays à travers le monde, ça a commencé au mois de mars. Maintenant, c'est 4 mois. 4 mois, c'est énorme. C'est une vie. Surtout par rapport à l'activité sportive, par rapport même les répercussions sur le plan économique, sur le plan social. Ça, alors pour moi, c'est énorme. Il est en train de tout ravager, ce Covid. Ça a engendré un sérieux coup au portefeuille japonais. Oui, surtout pour le CEO. Même maintenant, le CEO, peut-être qu'il va revoir, et si la pandémie va continuer, je pense qu'ils vont revoir leurs décisions, les responsables du CEO. Je vous laisse respirer un petit peu pour changer de décor et parler d'un art martial, l'aïkido, et d'un certain Hamid Silem, à qui on a adressé un portrait, ou plutôt c'est notre ami qui est absent, Rochdi Abdallah Khouja, qui a adressé un portrait en 2014 à ce maître très connu dans cette discipline, l'aïkido, Hamid Silem. Ça va certainement vous plaire et ça va certainement vous inciter à inscrire vos enfants dans cette discipline. Reportage. C'est un ensemble de mouvements qui développent un peu le réflexe du corps. Et c'est l'instinct qui fait tout le travail. En une fraction de seconde, on trouve une astuce pour sortir. Et quand on travaille avec un seul partenaire, ça veut dire qu'il y a 4 ou 5. S'il y a 4 ou 5, ça veut dire qu'il y a un seul partenaire. La rapidité dans le mouvement, parce que je suis agressé. Il faut que je sorte de l'axe, du cercle. Il attaque. L'aïkido se compose de techniques avec armes, le sabre des samouraïs et à main nue, utilisant la force de l'adversaire, ou plutôt son agressivité et sa volonté de nuire. Ces techniques visent non pas à vaincre l'adversaire, mais à réduire sa tentative d'agression à néant. L'aïkido peut être considéré comme la concrétisation du concept de légitime défense. Maître Hamid Silem nous explique.
Ou Karsab, c'est le prolongement de la main. Les samouraïs de Kri, c'est avec ça qu'ils faisaient les combats. Ou L'aïkido, Towo, c'est avec les mains. Il attaque. Bien. C'est le prolongement de la main. On imagine une fille, je vais mettre le sable. Il a quelque chose dans la main. Il veut frapper. Oui. Là, je coupe. Oui. Donc, c'est le prolongement de la main. Pareil. Une des grandes motivations de Maître Hamid consiste à promouvoir la paix en enseignant un art accessible à tous, des jeunes et moins jeunes, et basé sur la négation de la violence. Pour remédier à cela, l'activité physique et sportive reste la solution pour lutter contre les pires de la vie. L'aïkido connaît une nette progression en Algérie, et notamment nos jeunes. Des jeunes amoureux de l'aïkido, cherchant l'équilibre, la méditation et les bienfaits de cette discipline qui commence à trouver sa place parmi les autres disciplines sportives. J'ai choisi l'aïkido car l'aïkido c'est une union de l'esprit au ki. Le ki c'est la force. Alors c'est quelque chose qui sort de nature, c'est quelque chose de naturel, quelque chose qui est individuel. C'est-à-dire que ça ne demande pas des conditions physiques. C'est pour ça que j'ai choisi l'aïkido. Il développe l'esprit. La pratique de l'aïkido, on sent qu'on est dans un autre monde de joie, avec l'harmonie, les mouvements. Je pratique l'aïkido depuis 10 ans, ça fait 10 ans. Je l'ai choisi parce que c'est un sport de simple défense. On n'a pas besoin d'utiliser notre force. C'est le charme de travailler avec des collègues, avec surtout mon maître. C'est surtout avec des différents âges. L'aïkido est la forme de défense la plus personnelle et appropriée à tous. Si vous choisissez l'aïkido comme moyen de défense ou un chemin spirituel, votre évolution se fera pas à pas, quel que soit votre âge. La preuve avec nos disciples, Maître Hamid et son ami Amimour, qui resteront infatigables. Est-ce qu'on peut connaître votre âge, Maître? Moi, oui. 66 ans. Et Maître? 77. On est jeune, Abdelbak. Voilà, pas meilleure manière pour terminer ce sujet. Merci à Rochdi Abdallah Khouja, à qui on souhaite bon courage, lui qui fait plus partie de l'équipe de 52 chrono. Une vraie leçon de sport et surtout, comme on dit, l'esprit sain dans un corps sain. Avant tout, Mokhtar, je salue Rochdi qui a fait un excellent reportage sur cette discipline parce que c'est une discipline que je connais très bien. J'ai été directeur technique national de la Fédération des arts martiaux. C'est un art martial japonais basé sur des gestes naturels et surtout sur l'harmonie sur le plan physique et surtout mental. C'est une discipline que j'aime beaucoup, et même les maîtres de cette discipline, c'est des gens de moralité d'un niveau très très élevé, et surtout c'est des gens sages, calmes, mais je garde de très bons souvenirs avec les responsables de cette discipline. Les éducateurs, pédagogues. D'ailleurs, on a vu tout ce beau monde, il y avait des vieux, des dames, des jeunes filles. Et le niveau c'est-à-dire le niveau intellectuel des pratiquants. La plupart, c'est des universitaires, c'est des docteurs. J'ai connu le docteur Amalo, qui est un grand spécialiste dans la chirurgie enfantine, cardio-enfantine. C'est une personnalité très reconnue dans la médecine. Généralement, c'est des gens équilibrés, ceux qui pratiquent les arts martiaux. C'est des gens de niveau, surtout sur le plan intellectuel, c'est des niveaux de très haut niveau. Et on vient de le voir d'ailleurs. Voilà pour l'aïkido. On change d'art martial pour parler cette fois-ci de kickboxing. Et là également, si je vous parle de Maître Wali Mahfoud. Oui, c'est un karatéka qui s'est reconverti au kickboxing. Très bien. On va suivre ce portrait signé Youssef Rajdel qui est au Canada et qu'on salue au passage. Cette photo constitue un souvenir inoubliable pour Wali Mahfoud. Un athlète algérien hors pair qui a marqué pour toujours, par son talent, l'histoire du sport national. D'ailleurs, il raconte à son petit-fils cette image.
Cette image vous rappelle un beau souvenir, n'est-ce pas? Et comment? Vraiment, c'est une photo qui me transporte très très loin. Ça vous rappelle quoi? Ça me rappelle, là j'étais en train de me concentrer tout seul pour faire un passage de grade de 3e, 4e dan, de 3e à 4e dan, mais c'était un passage un peu spécial. C'est-à-dire ceinture noire à main nue, ceinture noire avec les armes, le sabre, l'arc, les sailles. Parce qu'il y avait des experts où il fallait en profiter à l'époque. C'était des 9e et 10e dan qui venaient aux Pays-Bas. Et là, je suis en Hollande. Avec une carrière riche en titres et en trophées, ce champion du monde raconte ses souvenirs, son parcours et ses exploits. Et ce que le sport, notamment le karaté, lui a apporté dans sa vie. Ça fait des années que je ne les ai pas vus à dos. C'est drôle. Je commençais à attaquer le volley championnat du monde en 72 à Coubertin, en karaté. Mais on n'avait pas de fédération. À l'époque, c'était la fédération de judo et discipline assimilée. On a tenté le coup. On s'est frotté un peu au véritable champion du monde. On a fait le Japon, où on a rencontré les vrais maîtres de sport de combat, disons. On a été versé vers le karaté américain, qui est le full contact, le plein contact, le kickboxing, qui est coréen-japonais. Et on s'est retrouvés dans cette discipline qui nous a ramenés encore plus loin. On est devenu champion arabe, champion d'Afrique, champion du monde. Et c'est avec beaucoup de joie qu'il montre à son petit-fils les nombreux trophées décrochés par son équipe. Avant de rejoindre, bien sûr, la salle de sport pour une séance d'entraînement. Il explique avec beaucoup de simplicité les techniques employées dans le kickboxing. Par exemple, high kick. ما تحطوش لا garde. Blocage. Blocage. Je m'entraîne 3 fois par semaine, sérieux. Hein. Les 2 autres jours, un maintien physique. Vous arrivez à maintenir votre forme? La forme, on la maintient dès son jeune âge avec une hygiène de vie, une bonne alimentation. Il faut tout le temps essayer d'être un peu zen. Vous êtes toujours aussi rapide, hein? Vous avez avec vos élèves. J'étais rapide. J'étais très rapide. Le mouvement qui compte, oui. ما يلحقش نقدر نخرج منها ما هو كيف ندخل داكور ديروا لنا هذه بالخف وانا ندير معاهم ديروا لنا جاي Les athlètes appliquent avec beaucoup de sérieux les directives de leur coach qui n'a qu'un seul souhait, transmettre son savoir à la nouvelle génération. Donner un savoir à un jeune, un gosse, pour moi c'est une vie. Donner une vie nouvelle à un jeune pour devenir un homme de demain, un homme fort, un homme sérieux. Wali Mahfoud continue avec beaucoup de modestie à apprendre et à approfondir ses connaissances et surtout à faire profiter son entourage de son expérience. Bonne continuation. Merci Youssef. Il faut rappeler que ce portrait a été dressé en 2007 ou 2006. 2006 et donc on voyait Maître Wali Mahfoud dans ses œuvres, malgré l'âge avancé, mais il a gardé sa souplesse et son agilité. Oui, c'est clair. Avant tout, c'est une personnalité très respectée, même dans le mouvement sportif national, très connue. Maintenant, c'est vrai, il est à l'écart, mais je pense qu'il entraîne toujours, il est toujours à jour. Il se maintient. Et en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a beaucoup donné à
la discipline de kickboxing, tous les résultats réalisés même, je me rappelle, les Jeux africains 2007. Quand même, ils ont dominé l'Afrique. Je me rappelle très bien, je crois, des Jeux africains, oui, en 2007, peut-être une année avant. Ici à Alger, oui. Oui, c'est Alger. Même, ils ont un grand potentiel là, sur le plan africain, même sur le plan mondial. Là, il y a là, maintenant, on les appelle les disciplines de cage. Il y a beaucoup d'Algériens qui pratiquent le kickboxing, le muay thai. Ça, c'est des arts martiaux. Boxe thaï, ça, c'est des arts martiaux très connus. Et les Algériens, on les trouve. Même les binationaux en France, les binationaux plutôt, en France, on les retrouve tout le temps. La plupart, c'est d'origine algérienne. C'est des disciplines généralement qui collent au tempérament du Nord-Africain d'une manière générale et de l'Algérien d'une manière spécifique. Alors, on quitte les arts martiaux pour parler cette fois-ci de natation et d'un espoir de la natation algérienne, Jawad Sayoud, qui avait réalisé cette saison les minima B pour les Jeux Olympiques. C'est pratiquement l'espoir de la natation algérienne. Un grand talent, avec un grand théâtre. Il faut dire ce qu'il en est, Mokhtar. Je peux dire que c'est un athlète maintenant, c'est vrai qu'il est installé en Hongrie. Il a fait une fulgurante progression les 2 dernières années. C'est un athlète qui nous vient de Constantine. Parce qu'il ne faut pas oublier, Constantine a enfanté de grands nageurs et de grands athlètes, bien sûr. Oui. Surtout en natation, malgré les difficultés qu'on retrouve en matière d'infrastructure, surtout au niveau des piscines. Mais les talents existent partout en Algérie, surtout en natation. Maintenant, quand vous me parlez de Sayoud, c'est un athlète qui a de très grandes potentialités. En plus, c'est un athlète polyvalent, c'est-à-dire même dans les 4 nages, il est fort. Quand on a un athlète qui est fort en 4 nages, ça veut dire qu'il peut être dans n'importe quelle spécialité, le papillon, le crawl, le dos. Je pense que c'est un athlète qui a c'est-à-dire on attend de lui, surtout pour l'avenir, il peut encore progresser. Surtout pour les Jeux méditerranéens de 2022. Surtout, 2022 à Oran, Inch'Allah. Et les Jeux de 2024. Oui, Inch'Allah, on le retrouvera à un très haut niveau, Inch'Allah. S'il continue dans cette voie. Le portrait de Jawad Sayoud réalisé à l'occasion du championnat national estival la saison dernière. 19 ans seulement et déjà la tête sur les épaules. Jawad Sayoud, l'espoir de la natation algérienne, affole ces 2 dernières saisons les chronos. L'enfant de Constantine affiche fièrement son histoire avec les bassins. L'histoire avec la natation, elle a débuté en 2004 à Constantine. Ma sœur a voulu faire de la natation parce qu'elle avait des problèmes de dos et du coup je voulais aller avec elle à la piscine et puis c'est comme ça qu'a commencé l'histoire de la natation. T'avais quel âge? J'avais 5 ans et là maintenant j'en ai 19 et je nage encore à Chamdelah et ça se passe super bien. Et comme tout Algérien, la fibre patriotique est au-dessus de toute autre considération. Maintenant, oui, c'est sûr, le choix c'est l'Algérie. Et puis voilà, j'ai grandi en Algérie. J'ai la plupart de mes amis, voilà. C'est un choix, c'est un choix personnel. Après, c'est sûr, c'est mon pays de cœur et c'est tout quoi. Je me sens beaucoup plus algérien que français. Donc. Derrière la réussite de Jawad, le sacrifice d'un athlète, mais aussi celui de toute une famille. Maintenant, c'est toujours mon père qui a tout le mérite de ma carrière. Moi, je fais que nager. Après, les résultats, je pense qu'ils reflètent l'investissement de mon père. Et ouais, il s'investit énormément pour moi et je suis redevable et je pense que je serai redevable toute ma vie. Et c'est sûr que maintenant, ouais, c'est un grand investissement qu'il a mis sur moi. Maintenant, c'est à moi de bien lui rendre avec des bons résultats, Inch'Allah. Nous, en tant que son papa, que je le suis depuis qu'il était petit, on a fait vraiment beaucoup de sacrifices pour lui parce qu'on a 4 enfants quand même. On le vit bien, ça va, c'est pour lui, on fait un sacrifice juste pour lui. Comme ça, il accède au haut niveau. Et même, il a besoin de moi quand il enchaîne les courses. Je l'aide à lui donner à boire s'il a besoin ou aller chercher ses affaires pour lui redonner juste après. Comme ça, il peut nager directement. La saison 2018-2019 constitue un réel tremplin pour la carrière de Jawad qui baigne actuellement dans un cadre propice à la réussite. En ce moment, il s'entraîne avec une nageuse qui s'appelle Katinka Outsou, c'est une Hongroise. C'est la meilleure nageuse de tous les temps. Elle est 3 fois championne olympique, 15 fois championne du monde, plusieurs fois record women du monde.
C'est pas pour rien qu'on la surnomme l'Iron Lady, la Dame de Fer. Et je bénéficie au quotidien de son expérience. Et après, c'est sûr, on travaille très dur. C'est des heures et des heures d'entraînement, mais ça vaut le coup parce que maintenant les résultats ils commencent à payer. Et puis Inch'Allah, c'est de bon augure pour la suite. Alors justement, la suite, parlons-en. Y a-t-il des indices révélateurs d'une grande carrière pour Jawed? Écoutez, l'instinct paternel, c'est mon fils, alhamdoulilah, il est quand même. Mais c'est les spécialistes qui le disent. Ce gamin, il a d'énormes qualités aquatiques. Maintenant, il faut les exploiter. Maintenant, j'aimerais bien voir mon fils sur le podium. Mais ça va être très, très, très difficile. Il n'est pas le seul, c'est comme des pyramides. Hein. C'est tout le monde qui prépare leurs nageurs et tout. De l'optimisme et du réalisme, c'est ce qui nourrit la carrière de Jawed. Et le fait d'être algérien, cela lui procure plus de force sur le plan mental. Et en attendant de grands résultats sur le plan international, Jawed Serioud ne rate pas l'occasion de remercier à sa manière la chaîne qui l'accompagne depuis son jeune âge. عم بالي مني عندكم بزاف وانتم تسيبورتيو فيا اي ديما نتفرج لي زيميسيون تاعكم الاثنين اي سي توجور ان بليزير يعطيكم الصحه. Il est certainement fidèle au rendez-vous, Jawed Serioud. Il est certainement en face de son écran pour nous suivre et nous encourager comme il le fait si bien comme d'habitude. Et on lui souhaite bon courage. Les nageurs, eux également, Driss Houass, pénalisés par cette pandémie. C'est les grands perdants. C'est pas comme un athlète qui peut pratiquer un footing ou bien pour rattraper un petit peu. Je le dis aujourd'hui, les bassins sont fermés. Je vois mal un nageur arrêter de la nage, sa nage, l'entraînement pendant 3 mois. C'est impensable. C'est une grosse perte, oui. C'est des pertes parce que, en plus, la natation, il y a toujours le produit du chlore qui est à la piscine, mais le risque de contamination, il est plus grand. Mais moi, personnellement, pour les athlètes, on n'en a pas beaucoup. On a 4 ou 5 nageurs qui ont de réelles potentialités. Arrêter comme ça, brusquement, ça va porter... Heureusement qu'ils sont en Europe, en France. Pour Sayoud et Oussama, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais ici, en Algérie, il reste, attention, il reste un grand talent en Algérie. Il ne faut pas l'oublier. C'est Abdallah Arjoun. Également. Oui, c'est un grand athlète. Oui, il a fait les minima P sur le 100 mètres nage libre. Dos plutôt, ça faire là. Sur le 100 mètres d'eau et les 50 mètres d'eau, c'est un athlète qui a de très grandes prédispositions. En plus, il est jeune, il a 18 ans. Sur le plan intrinsèque, il a... En plus, c'est un gars universitaire. Et le jeter en pâture comme ça, vraiment, pour moi, c'est décevant. Quel que soit, parce que connaissant la situation, c'est vrai, mais il faut dire ce qu'il en est. C'est inimaginable. Comment vous gérez la situation au niveau de la Fédération algérienne de lutte associée, en sachant qu'il y allait avoir donc le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques? Mokhtar, nos athlètes, le 9, on leur a programmé le retour le 9 de Hongrie, le 9 mars, et le tournoi qualificatif devait se dérouler le 13 au Maroc. Le premier groupe devait partir le 11 et le deuxième groupe devait partir le 12. Bon, les Marocains ont annulé la compétition alors que nos athlètes étaient en pleine préparation en Hongrie. Bon, c'est une décision réfléchie par les autorités marocaines et avec l'accord de l'UVV, l'Union mondiale de lutte. Mais il n'empêche que à cette époque-là, on avait de réelles chances, surtout avec l'euphorie des championnats d'Afrique, où nous avons eu 9 médailles d'or en senior, uniquement en senior, 6 en gréco et 3 en libre. C'était des résultats jamais réalisés pour notre discipline. Quand même, parce que nous on est le seul pays qui concourt en gréco contre les Égyptiens et la libre contre les Nigérians. Contre les Tunisiens, il y a 1 degré moins de les Égyptiens, il y a 1 degré moins de les Égyptiens et les Africains du Sud. Ça veut dire nous sommes présents dans les 2 styles, la libre et la gréco-romaine. Oui. Ça veut dire que quand même nous avons beaucoup progressé les 3 dernières années, parce que c'était un travail de longue haleine.
grâce, je le dis aujourd'hui, grâce au Centre national de Suidania, où les athlètes ils sont tout le temps permanents. En plus, je vous assure, Mokhtar, en 2019, nous avons quand même organisé 52 opérations de stage pour toutes les catégories, dont, et en plus 18 stages à l'étranger pour l'élite. Pour l'élite, oui. Ça veut dire... C'était juste après le jeu de Tarragone. Voilà, après Tarragone, quand on a su que nous avons quand même des potentialités, surtout avec le retour d'O'Kelly, après une suspension, après le retour, maintenant, Azara, il est revenu à son niveau, quand même, c'est des leaders pour nos athlètes. Adam Boudjemlin, quand même, c'est un athlète. À Tarragone, il avait presque gagné face au champion du monde. Face au champion du monde, voilà, champion du monde, champion du monde croate, en demi-finale, voilà. Ça, c'est des prédispositions, mais parce qu'il faut que ces athlètes-là, on les suit surtout sur le plan mental, parce qu'il faut les accompagner. Parce que l'entraînement, parce que même parce que nous avions un projet de les placer dans un centre de très haut niveau. Parce que c'est là qu'on va progresser. Parce que la discipline de lutte, c'est une discipline basée sur le sparring partner. Il faut changer les sparring, il faut... Des fois même que une fois vous vous entraînez avec le même groupe d'athlètes, ça va avec les mêmes sparring. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont étudier ta tactique, les points faibles. Et lors des Jeux Olympiques, à travers le monde maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à travers le monde? Les grandes nations. Oui. Vous n'allez même pas connaître les athlètes qui vont concourir pour l'Azerbaïdjan, ils préparent des athlètes parce qu'eux, ils qualifient l'athlète dans la catégorie et après ils prennent le mur. Le mur, on ne le connaît pas. C'est-à-dire la plupart des grandes nations de la lutte ne vous démontrent pas les athlètes qui vont concourir lors des Jeux Olympiques. Ça, c'est une technique. Denis Hawass, vous êtes actuellement directeur technique national au niveau de la Fédération algérienne de lutte associée, mais avant, formation, on parle d'athlétisme, puisque vous étiez athlète et entraîneur en athlétisme, et automatiquement, vous étiez directeur de l'organisation sportive. Vous avez dirigé de main de maître le côté organisationnel au niveau des championnats d'Afrique ici à Alger en 2000. Et si je vous parlais d'un certain Malik Louahla. Ah, Malik. Qu'on a perdu de vue. Hein. Malik, c'est un athlète que j'aime bien parce que quand même, avant de partir au Pays de Golfe en 2001, j'ai eu à travailler avec son père, Mohamed. C'est Malik, ce n'est pas n'importe qui, Malik. Malik, moralité, éducation, c'est un athlète que j'aime. Peut-être c'est l'un des athlètes que j'étais très proche de lui parce que Houa ou Ahmed. Vraiment, c'est des athlètes que j'aime bien. C'était la génération, c'est parce que c'est des athlètes que j'ai connus. Et ils ont fait des matchs avec moi en cadet, ils ont fait des compétitions avec moi dans les catégories jeunes à la fédération. C'est pour ça que j'ai gardé de très bonnes images sur... Et sur le plan sportif, Malik Louahla détient toujours le record d'Algérie du 400 mètres. Et à l'époque où nous avions réalisé le portrait, il détenait les deux records, 200 et 400. Portrait de Malik Louahla, le grand champion qu'on salue. C'est l'Algérien le plus rapide de tous les temps dans tous ses états. Il s'agit du grand champion Malik Louahla en pleine euphorie après le succès réalisé aux Jeux méditerranéens en 2001. Ce pur produit de l'athlétisme algérien, entraîné depuis son jeune âge par son père Mohamed, ancien champion de la spécialité également, détient actuellement les records nationaux sur les deux distances, le 200 mètres et le 400 mètres plat. Spécialiste au tout début de sa carrière des courses d'obstacles, Malik a été orienté par son père sur le 200 mètres, distance sur laquelle il décroche l'or au championnat du monde militaire à Zagreb en 1999, avant de monter sur le 400 mètres où il étale par la suite toute sa force et sa classe.
Après avoir atteint le sommet de sa carrière aux mondiaux d'Edmonton en 2001 avec 45 secondes et 13 centièmes dans les jambes et un record national à la clé, le Wahla a pu encore glaner d'autres titres non négligeables avant que des bobos de santé ne viennent freiner son évolution. Au point où il fallait faire l'impasse sur les Jeux de Pékin 2008, une absence qui a laissé un goût amer dans une brillante carrière, celle de Melik El Wahla. Tiendra Driss Houet cette très belle foulée, cette belle victoire aux Jeux méditerranéens de Tunis 2001. Bon, Melik. Vous avez les larmes aux yeux. Ah oui, vraiment, il aurait pu descendre sous les 45 secondes. 25 ans en arrière. Je l'ai connu, Melik, je l'ai connu dans les catégories jeunes, en Benjamin. Il faisait la longueur, il faisait les haies. Les haies. Voilà, il faisait les haies avec son papa, il faisait le 110 haies. Et après, il s'est reconverti au 400 haies. D'ailleurs, il avait le record du 400 haies en cadet, voilà. Après, Melik, il s'est reconverti pour le 400. Comment il a eu l'idée de faire le 400? C'est lors des les Jeux méditerranéens de Bari. 97. Voilà. Personne ne l'attendait au 4x4. Et c'est lui qui a fait la différence. D'ailleurs, il était remplaçant. Il était remplaçant. C'est une décision. Remplacé Bouaïchaoui. Voilà. Et Melik, bon, moi j'étais au service national, mais j'ai bien suivi le 4x4. Quand on voit la course du 4x4, c'est Melik qui a fait la différence. Ouais. C'est vrai, les 4 étaient au top. Mais Melik, il a fait parce que c'est lui qui a donné la première place à l'Algérie. Et c'était un choix de génie de son père qui était entraîneur du relais. Voilà. Donc il avait pris la décision d'écarter Bouaïchaoui. C'était une décision dure à prendre. Ouais. Mais il savait ce qu'il valait. C'était un cours de 200, mais il savait ce qu'il valait sur 400 mètres. À partir de là, Melik a eu l'idée de se préparer pour le 400. Il a fait le 100-200 pour préparation, c'est-à-dire pour le 400. Alhamdoulilah, il a été, je me rappelle, bon, en plus de la médaille d'or du 4 fois, il a eu la médaille d'or aux Jeux mondiaux militaires en 99, oui. Champion d'Afrique en 2000, oui. En Algérie. C'est une très belle médaille. Et en 2001, je me rappelle, il a gagné la médaille d'or aux Jeux méditerranéens du Tunis. Mais à cette époque-là, je pense que nous avons eu une collaboration avec son père, alhamdoulilah. Je le dis, moi je l'ai fait par amitié, pas plus. Hein. Et là, je pense que c'était un bon exemple comment dirais-je, de collaboration. Parce que normalement, les entraîneurs d'athlétisme doivent collaborer quand il y a un athlète, parce que c'est l'athlète de l'Algérie. Je me rappelle à cette époque-là, lors d'un test au mois de février, sur 300 mètres au stade annexe, il y avait un vent quand même, vous connaissez le stade annexe, il a fait 32,9 aux 300 mètres. C'était révélateur. Ça veut dire cette année-là, fallait rester sur 400. Il fallait rester sur 400. Melik, il a pris la bonne décision avec son père. Et au championnat du monde d'Edmonton, il a passé un tour avec Michael Johnson dans sa série. Oui. Et il a pris la première place. Michael Johnson s'est qualifié. Après, Melik, il s'est qualifié au deuxième tour. Il pouvait se qualifier en finale. C'était la plus grande surprise. Mais malheureusement, vous savez, dans un championnat du monde, c'est toujours le cas. Mais Melik est resté un grand athlète. Alhamdoulilah. Et c'est un bon exemple. Il est entraîneur. Et ce que maintenant Melik fait, surtout avec les jeunes, il donne un très bon exemple. Il n'a pas le complexe. Malgré qu'il a été un grand athlète du 400 mètres, il a gagné mondial. Des titres sur le plan international, même un niveau, il avait un niveau mondial, il avait des prix. Il a choisi de passer d'abord par la formation. Il a choisi. Quand je le vois entraîner des benjamins, des minimums, c'est super. Driss, merci beaucoup. Vous aurez été d'un grand apport aujourd'hui. Finalement, vous allez revenir très prochainement pour d'autres émissions. On vous retrouvera avec Hassan Djaber. Voilà, c'est une émission que j'aime très bien, que je suis tout le temps. C'est votre émission. C'est une émission que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est une émission
Omnisport. Omnisport, c'est le mot. Merci Driss Hawass, merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7 avec la revenante Wafa Al-Rouati. Merci à Fodil Nordine. Un petit coucou pour la jeune Hasna Shahrani qui a réussi à remporter, c'est le mot, à gagner son brevet pour le passage au lycée. Bonne chance pour la suite. Allez, à lundi prochain pour d'autres informations et pour d'autres rubriques consacrées à l'archive.